soir. Merci d'être restés. Merci à ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie consacrée donc aux deux cinéastes Gérard Courant et Joseph Morder. Donc là, on va voir l'Arbre Mort. Je vais céder la parole dans 30 secondes à Josiane pour vous présenter le cinéaste Joseph Morder qui est présent. Moi, je voulais juste en profiter donc, pour faire un remerciement d'usage. En premier lieu, donc l'équipe du Mercury qui nous accueille, Pascal Guébard, c'est Gilles qui opère la côté technique. Donc, merci à eux, c'est toujours un plaisir d'être ici. Puis donc nos partenaires financiers, Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Conseil général et la ville de Nice. Et puis voilà. Puis je remercie Josiane d'avoir partagé cette idée avec moi pour monter cette soirée. Je suis ravi. Voilà. Nous aussi, à Cinéma Sans Frontières, on est ravis parce que c'est vraiment grâce à Vincent qu'on a rencontré le travail de Joseph Morder et de Gérard Courant et que ce sont deux belles rencontres. Donc pour nous, ça fait partie des moments forts de la saison de travail, j'ai envie de dire, de ce qu'on montre au Mercury. Et donc voilà, j'espère qu'il y aura plein d'autres éditions à l'avenir. Alors, pour vous présenter Joseph Morder, bon, la plupart d'entre vous ont vu le film de Gérard Courant, sans doute la meilleure introduction à son travail, avec ensuite le court-métrage que Joseph a eu la gentillesse de nous montrer aussi, qui est une très très belle introduction au film que vous allez voir. Alors je vais juste quelques mots, parce qu'à Cinéma Sans Frontières, on aime bien parler un petit peu du réalisateur avant de montrer les films. Donc Joseph Morder, il est né en 1949 à Trinidad, dans les Caraïbes. Et à l'âge de 5 ans, ses parents sont partis s'installer en Équateur, où il est resté jusqu'à l'âge de 12 ans. J'ai envie de dire, ça traverse toute sa vie et toute son œuvre. Joseph Morder est resté un natif des tropiques. Et c'est quelque chose qui vraiment... vous allez le ressentir, je pense, dans le film, parce que le film est entièrement tourné, ou presque entièrement tourné sur la Côte d'Azur. Et il a vraiment réussi à capter cette lumière et ces couleurs comme quelqu'un qui est né avec. Voilà, et ça se sent très très fort. Tout à l'heure, il disait à propos des costumes qu'on voit dans le documentaire précédent qu'il avait choisi ses chemises en fonction des séquences et elles étaient souvent très colorées. Il assiste sur cette dimension de tout ce que transmet la couleur et ça se voit très fortement dans tous ses films et tout particulièrement dans l'Arbre Mort. Donc je ne vais pas reparler du journal filmé, si ce n'est que moi là je pense que j'ai attrapé le virus et que je vais vraiment essayer l'an prochain, on verra, il faudra sûrement un partenariat entre plusieurs associations, mais j'aimerais beaucoup qu'on montre les 13 heures du journal filmé. Et j'avoue que la formule dont il est question dans le journal de Joseph M, c'est-à-dire commencer un vendredi soir en montrant 3 heures, peut-être 4h30, je ne sais pas, on verra, et puis reprendre le samedi après-midi et passer toute la soirée, toute la nuit jusqu'au petit matin avec ce film pour prendre un petit déjeuner très tôt le dimanche au lever du soleil. J'avoue que moi ça me tente énormément. Et j'espère que vous aussi. Enfin, en tout cas, bon, ce sera sans doute pas très facile à monter parce que je ne suis même pas sûre qu'on puisse occuper le Mercury toute la nuit. Donc ça, c'est à voir. Trouver un lieu en plein air, ce serait aussi un autre beau projet. Enfin voilà. Mais à Cinéma Sans Frontières, je pense que à Beaulieu, la petite graine à Beaulieu, peut-être. Mais il faut sortir de Nice. Voilà, donc voilà, ça c'est un projet, on va essayer. Et puis, que dire d'autre encore sur Joseph Morder? Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui est dans une sincérité totale dans son travail, et c'est ça qui nous touche, hein, comme quand tout artiste se met en danger, se dévoile, s'expose. Évidemment, il nous parle de nous. Hein. Tout à l'heure, on disait à Gérard, mais bon, tous ces portraits que vous faites, finalement, on ne fait jamais que parler de vous. Mais nous, en tant que spectateurs, c'est évident que ce qu'on reçoit de tout cela, c'est aussi
cet effet de miroir, hein, de double de soi-même. Et personnellement, on verra après pendant le débat, mais je trouve qu'il y a vraiment cette veine-là très, très fortement présente chez Joseph Morder. À part ça, vous verrez dans le film, c'est évidemment un amoureux, un héritier des grands mélos hollywoodiens, hein, de Douglas Sirk, comme vous l'avez vu dans le petit court-métrage, de Minnelli, bon, de toute cette époque vraiment flamboyante, avec des couleurs incroyables. C'est un héritier aussi de la nouvelle vague. Bon, il en parle moins, mais elle est là. Et c'est en même temps quelqu'un qui est vraiment ancré dans le réel, en même temps que dans ce côté très autobiographique de son œuvre. Voilà, donc tout ça, ça forme un tout, que moi personnellement je trouve très cohérent. Et j'espère que vous allez avoir autant de plaisir que nous à découvrir cet arbre mort. Et en tant que niçois ou habitant de la Côte d'Azur, en plus, je pense que ça va vous parler. Je trouve que c'est une belle manière de nous réconcilier avec une image de la Côte d'Azur qu'on a tendance à trouver un peu carte postale quand on y habite. Et là, vous verrez que la carte postale est totalement transcendée et que ça dépasse totalement ce qu'on voit sur le cours Saléa, par exemple. Et donc, quelquefois, on aimerait bien que ça laisse la place à autre chose. Voilà. Donc, je vous laisse avec l'arbre mort. Bonne projection. Et puis, alors, peut-être devrais-je aussi vous parler de notre prochaine séance, parce que c'est dans 15 jours, le 31 janvier et le 1er février. On va faire une double séance japonaise, avec d'un côté Ghost de Tokyo, de Ozu, la première version en noir et blanc, et le lendemain, c'est Bruno qui sera aux commandes. Où est-il? Il doit être là. C'est le Koreeda, donc Tel Père, Tel Fils, qui est sorti à Cannes l'an dernier. Voilà, donc notez bien ça, 2 soirées de cinéma CSF dans 15 jours. Et au mois de février, alors il vous faut une semaine complète, c'est le festival annuel du 14 au 21. Et le thème cette année, c'est les arts en un seul mot, en bobine, en un seul mot. On a appelé ça quand le 7e art regarde tous les autres. C'est-à-dire qu'on a choisi de montrer des films qui parlent de la peinture, de l'architecture, de la musique, mais sans que ce soit jamais ni une biographie, ni une adaptation littéraire. C'est-à-dire essayer de montrer comment le cinéma peut s'emparer d'une autre expression artistique et, de par ses moyens propres, nous rapprocher de toutes ces autres manières de s'exprimer. Donc voilà, j'espère que ça va vous attirer et que vous aurez envie de venir à nos séances, donc du 14 au 21 février. Là, j'ai tout dit, et bonne séance. Voilà. Merci. C'était donc cet arbre mort dont nous avions tant entendu parler. Et que, je crois tous, enfin je sais pas vous, mais en tout cas, moi, il y a une émotion incroyable qui se dégage de ce film. Non, vous m'entendez pas là? Ouais, c'est mieux. Ouais, je disais que, enfin, je sais pas comment vous avez ressenti le film, mais moi je trouve qu'il y a une émotion extrêmement forte qui se dégage du film. Alors, allez-y, hein, première réaction. À Cinéma sans frontières, on a l'habitude de passer tout de suite la parole au public. Alors, dans la bonne tradition du CSF. D'abord, le prix Murdoch, évidemment, j'avais oublié Cinéma sans frontières, donc je tiens à le dire. Hein, voilà. Et d'ailleurs, je profite pour vous remercier de m'avoir permis quand même de réaliser un rêve. C'est que l'Arbre mort n'avait jamais été projeté à Nice, et grâce à vous, ce soir, c'est la première fois qu'elle est projetée à Nice, donc merci de m'avoir permis de réaliser ce rêve. Mais moi, je voulais vous remercier aussi parce que j'ai beaucoup aimé ce film. Vraiment, il m'a touché profondément. J'ai trouvé magnifique. Et par contre, j'ai trouvé les accents romériens. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose de pertinent pour vous, mais dans l'introspection sentimentale du monde, je l'avais senti à cet avis de Romer. Mais bon, je trouve que c'est encore plus fort que Romer dans l'aspect visuel, dans le travail sur les images, tout ça. Enfin, moi, c'est encore plus. J'adore Romer. Son
un cinéaste que j'aime beaucoup, beaucoup. Et ça, j'ai trouvé ça encore plus fort. C'est pour ça que ça m'a beaucoup touchée. J'ai vraiment adoré ce film. Merci beaucoup, mais bon, je pense que Romer est au-dessus. Alors, effectivement, bon, comme l'a dit très justement Josiane avant la projection, c'est plutôt, moi je pensais du côté des grands vélos hollywoodiens, c'est-à-dire Douglas Sirk, Vicente Minnelli. Et en même temps, c'est vrai que Romer est omniprésent dans le film, ne serait-ce que par la présence d'une comédienne complètement romérienne, c'est Rosette, qui joue Sophia. J'avais même contacté à l'époque, j'avais rencontré Marie Rivière, qui venait de tourner Le Rayon Vert, et pour X raison, elle devait faire le rôle de... En fait, elle a eu raison de ne pas le faire, parce que c'est une séquence qui est coupée au montage de la femme d'Antonio. Voilà. Et puis bon, bah, oui, bon, c'est vrai que Romer est quelqu'un de très important pour moi. Et en même temps, le film s'inspire plutôt de... Pour moi, hein, bon, je suis le plus mal placé pour en parler, parce que je considère le réalisateur et la personne qui connaît moins son propre film, c'est vous qui le connaissez mieux que moi-même, à mon avis, puisque vous avez la distance que moi je n'ai pas. Sauf peut-être cette fois j'ai la distance du temps, puis c'est un film qui était tourné en 1987, donc évidemment, c'est ça ma distance qui s'agrandit avec le temps. Mais oui, j'adore Romer aussi, et en particulier évidemment, bon, aussi bien des films contemporains que des films à costume. Voilà. Et merci beaucoup en tout cas, ça me touche énormément. Quelqu'un d'autre? On enchaîne. Oui, alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans votre film, bon, outre l'histoire sentimentale, c'est quand même tous les mouvements, ce sont les mouvements de caméra, ce que vous me disiez avant la projection concernant voilà, cette écriture fragmentée par moment, et l'alternance avec des plans qui sont plus longs. Et je trouve que ça donne une vie à l'histoire, au récit, qui est quand même très très touchante. Voilà, donc c'était une réaction. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Oui, en effet, moi j'ai voulu, dans ce film, qui est quasiment entièrement tourné en Super 8, sauf quelques scènes, mais pour des raisons bien précises, qui sont pour moi une sorte de retour au réel, qui est la chanson du milieu, la chanteuse de cabaret, qui pour moi, dans tous mes films, il y a ce que j'appelle un entracte. C'est mon côté, j'avais fait le théâtre, mais l'idée de l'entracte me plaît beaucoup. D'ailleurs en Italie, je ne sais pas si ça continue, pendant longtemps, tous les films étaient coupés en deux, il y avait un entracte, un intermède. Et donc c'est la chanson qui est en son direct, donc c'est la seule scène en son direct. Et puis les gros plans évidemment la scène finale de Jacques qui lit la lettre. Et puis les gros plans de certains objets comme la tombe d'Antonio qui est filmée en fait en 16 mm. C'est pendant une différence de tonalité entre le rapport réel, donc vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de plans avec beaucoup de grains comme ça, mais pour moi c'est une volonté de s'approcher de la peinture. Et donc le rapport au 16 qui est un peu une image plus pointue, plus précise, hein, voilà. Alors ce qui m'a intéressé dans ce film, comme dans tout ce que j'essaie de faire, c'est comment, ce qui m'intéresse moi, à la différence de beaucoup de cinéastes qu'on appelle des héros internes, que je n'approprie absolument pas d'underground, expérimentaux ou marginaux, je ne me suis jamais considéré comme un cinéaste marginal, c'est le récit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de raconter une histoire. Et il y a différentes façons de raconter une histoire. Et je pense que chaque format a un langage spécifique qui lui est approprié. Et là, comme le film est tourné très majoritairement en Super 8, je voulais tenter des sortes d'écritures qui sont spécifiques au Super 8, et en particulier des plans très rapides, parce que l'intérêt en Super 8, c'est que vous pouvez faire des plans très rapides. C'est un film extrêmement monté, mais c'est du tourné-monté aussi. C'est-à-dire que, alors qu'en 16, si vous faites des plans très brefs, vous avez forcément une image blanche. Donc vous êtes soit obligé de l'assumer, ou alors de la couper, de même en 35. Même en numérique aujourd'hui, on peut faire des trucages comme cela, mais ils ne sont pas aussi bons. Pour moi, le Super 8, à ce jour, est un format qui est resté inégalé. C'est-à-dire, même si on essaie de limiter par le numérique, que j'aime beaucoup, j'aime tourner un long métrage totalement en définition, etc. Mais jamais, aucun format, aucune chose n'a approché ce que j'appelle la beauté du Super 8, et son aspect pictural.
Et ce qui m'intéresse, c'est de jouer sur les extrêmes, c'est-à-dire de jouer soit sur des moments très fragmentés, ou alors, comme vous avez dû le voir, sur des plans, carrément des plans séquences, des plans très longs, et pour créer une harmonie dans cette cassure, dans ces extrêmes. Et ce qui m'intéresse, c'est comment créer l'harmonie, évidemment, en aboutissement de tout cela, l'émotion. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement intuitif, hein, que je n'intellectualise absolument pas, que je ne rationalise pas, parce que pour moi, l'important, c'est de le faire selon le senti. D'ailleurs, c'est un film qui a demandé un travail de montage extrêmement long, extrêmement complexe, mais c'est normal, parce que j'ai tourné, c'était un record pour moi, c'était un film où moi qui fais très peu de prises, je crois une 10 heures de rush, ce qui est énorme. Et en fait, j'avais même tourné plusieurs versions d'une même scène, soit en plan très fragmenté, ou alors carrément en plan séquence, ou alors, même il y a beaucoup de scènes coupées aussi. C'est un film qui aurait pu durer 2h30 facilement. Hein. C'est le choix des scènes pour arriver vraiment à l'essentiel. Et donc après, à partir de là, par exemple, je peux vous donner un exemple, c'est la scène qui est pourtant une scène qui a l'air toute simple, mais justement c'est pour ça qu'elle est complexe à mon avis, la scène entre Sofia et Jaime dans le square où il lui dit « mais je suis prêt à t'aider à retrouver cette femme » et voilà. C'est une scène qui est bon, qui est filmée d'une façon presque, je dirais, académique au bon sens du terme. C'est-à-dire très, très classique, vraiment très simple, pas du tout des plans rapides, où il parle. Et j'avais essayé, je me souviens, j'avais fait des plans en plongée, c'est-à-dire au-dessus d'eux. Et au montage, je ne sais pas pour quelle raison, ces plans se refusaient à nous. C'est-à-dire, ça ne marchait pas. J'avais pas essayé, mais si, je disais, il faut mettre une scène. Et non, et en fait, toute la scène est faite à leur hauteur. Et c'est là que je me suis dit, c'est la scène qui nous dirige. C'est-à-dire que cette scène devait être extrêmement simple, filmée à leur hauteur, d'une façon invisible. Pour moi, c'est un exemple qui m'est resté, parce que je me dis, il y a des moments, vraiment certaines scènes dans des films, certaines séquences qui sont plus fortes que vous. Le film est toujours plus fort que nous, à mon avis. Mais pour moi, c'est un exemple très, très emblématique, parce que ça veut dire qu'une scène complexe ne demande qu'à donner l'apparence à simplicité. Ce refus des plans au-dessus a été pour moi une vraie leçon de travail. Voilà, donc c'est un exemple parmi tant d'autres dans le film, ou comme le père, par exemple. Là, c'est une volonté de ma part que le père soit toujours filmé en contre-plongée et le fils en plongée, c'est-à-dire la contre-plongée, évidemment, dans la grammaire cinématographique que je ne respecte absolument pas, parce que ce qui m'intéresse, c'est d'aller à l'inverse de ce qui se fait. La contre-plongée implique la domination, évidemment, la plongée implique l'autre est dominé, voilà, des choses comme ça. Mais bon, cette écriture, ces deux extrêmes m'intéressaient, pour créer quelque chose qui, normalement, enfin, qui en principe devait paraître harmonieux. C'est moi, je suis du signe de la balance, donc je suis toujours en train d'hésiter, mais quand je prends une décision, je ne change pas d'avis. Alors, vous avez trouvé ça harmonieux? Oui, ça pense. Bon, moi j'avais une question par rapport à la dramaturgie. Là, vous avez choisi en fait, vous avez privilégié la voix off des personnages plutôt que les dialogues. Pourquoi? Et pourquoi ensuite les dialogues en fait sont complètement désynchronisés de l'image? Ben justement, c'est pour aller à l'encontre d'une convention, si vous voulez. Parce que moi, dès qu'il y a une convention, j'essaie d'abord de tenter le contraire. Et pour une autre raison purement technique, bon, qui aurait été possible, parce que ça existait à l'époque, c'est que le Super 8, le son du Super 8 n'a jamais été génial. Donc, en fait, le film, la partie Super 8, en tout cas, a été tournée entièrement en muet. Et ce qui m'intéressait, effectivement, c'était de créer un léger décalage entre les personnages parlaient, un petit décalage, parce que ce qu'ils disent n'est pas exactement ce qu'ils disent à l'image. C'est même la même scène, la même intention, mais ce sont d'autres mots. Je voulais jouer sur toutes les couches de son, c'est-à-dire à la fois la voix off des deux narrateurs principaux, c'est-à-dire Jaime et Laura, et puis ce que disent les personnages eux-mêmes entre eux, mais avec un petit décalage, et de créer cette espèce de, justement, que ce soit un reflet de l'image. Autant j'avais essayé avec toutes les personnes qui ont participé au film, en particulier Arnaud Bolland, ainsi que Bénédicte Mallet qui ont fait le montage, de relier le son à l'image. Pour moi, le son est quelque chose d'aussi important que l'image et vice-versa. Hein. Au début, j'étais plutôt image, comme je pense beaucoup de gens qui commencent à faire des films, puis je me suis dit quand même le son,
un rôle essentiel à jouer, puisque le cinéma muet, il n'y en a plus. Enfin, j'aime beaucoup le cinéma muet. D'ailleurs, pour moi, le silence est un son. Et donc le cinéma muet n'a jamais été muet pour moi. J'entendais des paroles, des dialogues. Donc effectivement, ce petit décalage est une volonté qui se relie à cette volonté de décalage, d'essayer de relier, pareil que pour l'image, c'est-à-dire de tenter de travailler sur des extrêmes et de leur donner une harmonie. C'est-à-dire, et aussi de l'importance évidemment de la musique. Donc tout ça a été lié avec évidemment une chose très importante, puisque tout le film a été tourné sans le son. Il y avait un ingénieur du son sur place qui ne cessait d'enregistrer du son, qui partait des fois tout seul à la chasse au son. Et puis beaucoup de sons étaient reconstitués. Et comme c'est un film qui est censé se passer en Amérique latine, il y a des sons qui sont différents, mais je ne cherche jamais le néoréalisme, oui, enfin le réalisme, ou le vieux réalisme, je ne sais pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas une vraisemblance, c'est plausible, ça peut, pourquoi pas. Par exemple, les klaxons des voitures. Bon, quand je fais un film à Paris, ou à Nice, ou ailleurs, je n'utilise pas forcément les klaxons des voitures françaises, j'utiliserai peut-être un klaxon de Beyrouth, au Liban, j'utilise un klaxon de New York, qui ne sont pas les mêmes qu'à Paris, ou à Nice, ou ailleurs, en France, vous voyez. Mais ça passe, c'est plausible. Les oiseaux, pareil, je montrerai un parc, et je mettrai un son d'un oiseau qui n'existe absolument pas en France, mais ce n'est pas choquant, parce qu'on est pris par autre chose. Et justement, par exemple, ce décalage, et il y a une chose pour moi importante aussi, qui n'est pas liée au fait que le film, bon, évidemment c'est un film à petit budget, mais pour moi c'était un gros budget à l'époque. C'est un film en costume, avec une équipe, une vraie équipe de cinéma, avec en plus le luxe d'avoir quelqu'un qui s'est occupé uniquement de making-of. D'ailleurs j'ai un projet aussi, j'ai les roches chez moi, que le film, le making-of soit terminé avec une vraie photographe de plateau qui a fait des vraies photos, comme les photographes de plateau des films faisaient des photos après la prise, c'est-à-dire que le metteur en scène leur confiait les comédiens et ils interprétaient le film. Et donc j'avais ce luxe-là, Anne Molem a fini le tournage, Karine Pellegrin a fait des photos de plateau, des photos absolument magnifiques, en noir et blanc, en couleur. Et puis bon, donc il y a tellement de choses comme ça, et ça participe du film. Et il y a une chose importante pour moi justement, c'est que, vous avez vu, c'est un film qui se passe dans les années 50, mais ce qu'il y a derrière, c'est pas du tout les années 50. Mais est-ce que c'est important? Est-ce que même, je souhaiterais qu'on le remarque? Justement, peut-être pas. Quand Philippe Fano, qui joue Jaime, se balade sur la promenade des Anglais en allant voir son père, il est lui habillé dans une tenue de 13 années 50, on dirait un personnage de photo-roman italien des années 60. Il me fait penser au personnage de Prima della Rivoluzione, qui est exactement ce genre de personnage. Et puis et derrière, vous avez la promenade des Anglais 1987. Et en même temps, pour moi, bon, j'y connais rien aux voitures, mais j'attache pas d'importance. Là, de même, là, par exemple, il y a des petits miracles comme ça, la scène où Laura, qui est interprétée par Marie Serrurier, qui s'appelle aussi Nicole Tuffelli, va à l'église, entre dans l'église, et juste à ce moment-là passe une dame habillée en noir. C'est pas du tout une figurante, c'est quelqu'un qui est passé là. J'ai dit que le laser n'existe pas. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote que j'ai racontée à Josiane aujourd'hui, ça va jusqu'à aujourd'hui. Pardonnez-moi, je vais plus loin, mais pour moi, le film il est encore dans ma tête. Hein. C'est un film qui, pour moi, est très important, personnellement. Aujourd'hui, je suis entré dans l'église où a été tournée cette scène, où elle entre dans l'église, en fait, en plus, une scène tournée à l'arraché. On s'est fait virer par le curé, je me souviens. Et comme sur Super 8, c'est génial, vous entrez, on a fait ça en 30 secondes. Ces deux plans, on vient faire et sa genouille, il a fait les signes de croix, et on nous a foutu dehors, mais peu importe, parce qu'on avait tourné la scène. Je suis entré, parce que malheureusement, Nicole Tuffelli est décédée aujourd'hui. C'est décédée, donc elle n'est plus là aujourd'hui parmi nous, elle est décédée il y a une vingtaine d'années. Et donc, je voulais un peu lui rendre hommage, parce que je savais que Nicole, qui, comme Philippe, ont été co-scénaristes du film, avait mis beaucoup de sa vie dans ce film. Voilà. Et donc, je suis entré, je suis allé dans la chapelle, l'endroit où elle s'était agenouillée. Et là, j'ai eu une vision, mais vraiment, j'avais les caméras, mais c'est des choses que je ne filme pas. Il y avait une dame très particulière, habillée tout en noir, avec les cheveux, avec un chignon très serré, comme ça. Une dame asiatique, toute petite, qui était agenouillée, je voyais un bouquet de fleurs, de roses rouges.
Et elle était en prière, évidemment, alors je ne vais pas la déranger, je me suis mis un peu en recul, mais je la regardais intensément, si quelqu'un me voyait, dire, ce monsieur va lui voler son sac, c'est un vieux pervers, enfin, bon, peu importe. Mais j'étais fasciné par elle, j'étais très ému, très ému. Parce qu'elle était à l'endroit même où Nicole se trouvait au moment où j'ai tourné le film. Et puis je la regardais intensément, comme ça. Et c'est levé, mais je vous assure, c'était Marguerite Duras dans l'amant, vous savez, un peu plus âgée. Et puis elle s'est levée, et je me suis rendu compte que c'est rouge. Rouge, c'était un petit parapluie rouge. Et je me suis dit, mais Joseph, tu as transformé un parapluie rouge en rose rouge. Voilà, c'est des choses comme ça qui m'arrivent encore 27 ans après, et je suis bien encore dans la rue. Jusqu'au moment où j'ai croisé Josiane, et je lui ai dit, Josiane, qui l'a quitté, cette dame, je viens vivre une expérience incroyable. C'est des choses comme ça, le film est encore moi aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment le travail pour moi aussi sur le son, sur la mémoire, sur tout ce qu'on interprète. Pardonnez-moi, je suis un peu confus, mais Non. j'essaie de répondre à votre question aussi. J'avais une dernière question là, par rapport au son et au dialogue. Donc, qu'est-ce que les acteurs disaient? Est-ce qu'ils avaient un scénario avec des dialogues écrits, ou alors est-ce qu'ils improvisaient selon l'intention de la scène? Alors, comme les acteurs principaux étaient aussi co-scénaristes du film, on avait écrit pendant très longtemps, je crois pendant près de 2 ans. D'ailleurs, petite anecdote, à l'époque, on se réunissait toutes les semaines, mais ce n'était pas des jours choisis au hasard. À l'époque, il y avait un feuilleton, vous avez tous entendu parler, j'imagine, même si vous êtes plus jeune, qui avait un grand succès à l'époque, qui était Dallas. Et pour moi, Dallas était emblématique de la tragédie grecque. Hein. Au début, je ne comprenais pas pourquoi Dallas avait ce succès. Un jour, j'ai voulu regarder un épisode, puis j'étais devenu accro, voilà. Et donc, toutes les semaines, donc, on dînait, on regardait l'épisode de Dallas, on mangeait des nouilles, je me souviens, chez Nicole, et puis après, on écrivait le scénario. Et le dialogue était très écrit. C'était un scénario très écrit. Et les dialogues qu'ils disent sont des dialogues écrits, mais avec une part laissée aussi enfin une improvisation, parce que moi l'improvisation c'est ce qui se prépare le plus, et justement par des choses très écrites, et en même temps avec les mots à eux. Donc on avait beaucoup répété. Je répète beaucoup avant les tournages, je répète même sur scène des fois, souvent. Et justement, après, comme je dis, je lâche les fauves, c'est-à-dire le comédien, je le lâche dans la nature, voilà, dans la ville, dans les décors, récemment en studio. Voilà. Et d'ailleurs, par ailleurs, voilà, ça c'est ma réponse par rapport au dialogue, c'est qu'ils étaient très écrits, mais en même temps, ils avaient la possibilité d'en sortir en restant dans le même thème. Ce qui nous laissait le choix au moment du montage, de choisir les dialogues qui nous convenaient. Et puis ces dialogues ont été enregistrés après coup, c'est-à-dire en studio. Donc on a créé ce petit décalage. Ils ont été sur place, ils n'ont été enregistrés que des sons d'ambiance, en fait. Je me souviens plus exactement, je crois qu'il y avait quand même des sons témoins pour les dialogues, mais ils ont été faits en studio après. D'accord. Et voilà. Et donc, il y a une autre chose aussi, j'en profite, parce que pour moi, c'était quand je parlais du studio, c'était une chose, un petit détail qui peut donner un indice sur l'aspect pictural, la volonté picturale, que j'appelle picturale, du film. Parce qu'évidemment, comme vous ne peut plus, chaque scène est un hommage à un peintre qui a été à travers Nice comme Matisse, ou des films tournés sur la Côte d'Azur. Le film de référence, pour celui-là, c'est La Comtesse au pied de Mankiewicz, qui se passe aussi sur la Côte d'Azur en partie. Et d'ailleurs, c'est un film qui, pour moi, se situe vers 1955, et tous ces films sont de cette époque-là, c'est-à-dire aussi bien évidemment La Mélancolie de Hitchcock, La Comtesse au pied de Mankiewicz, et puis très étrangement un film que je n'avais pas vu à l'époque, et quand je l'ai vu, je me suis... Philippe Fano, qui est un grand connaisseur de ces films-là, m'a dit, mais c'est incroyable, tu es en train de... C'est la même histoire, c'est Elle et lui de Baccarat, de Léo Baccarat, la version de 1957, qui commence sur un paquebot, un couple, et d'ailleurs une séquence tournée, enfin qui se passe à Villefranche-sur-Mer, qui est la plus belle séquence du film pour moi. Vous pouvez voir La grand-mère de Cary Grant, c'est un film avec Deborah Kerr aussi, et une séquence tournée à Villefranche-sur-Mer, c'est la scène où Antonio dit à Laura, je t'emmène ce soir à une réception à Victoire. Alors, justement, je veux dire, pour le côté studio,
je me permets, pardonnez-moi si je précède une question éventuelle, c'est-à-dire que pour moi c'est important de le dire aussi. C'est un film qu'à l'origine, je voulais tourner entièrement en studio, même plus que ça, je voulais tourner devant un mur, sur des effets d'ombre. Et j'avais vu à la fin des années 70 un film de presque 1 heure de Werner Schroeter qui s'appelle Weiße Reise, Voyage blanc. Et Weiße Reise a une particularité, c'est que c'est un film tourné entièrement justement sur un fond blanc, c'est des petites peintures, c'est des effets d'ombre. C'est un très beau film, peu connu de Werner Schroeter, d'ailleurs qui avait dit qu'il voulait plus de moyens, quand il n'y a pas de moyens, il a fait ça devant un mur blanc. Ce qui est une idée excellente, parce que quand on a envie de faire un film, on se débrouille pour le faire d'une manière ou d'une autre. Et j'avais tourné quelques années plus tôt un film en Super 8 qui était inspiré de Weiße Reise, où j'avais effectivement fait ça devant un mur blanc. J'avais enfermé des gens pendant 3 jours, et j'avais raconté la vie d'une femme du début à la fin du XXe siècle. C'était joué par Anne Vance, qui joue Pilar dans le film. Et donc, quand on avait écrit, et je sais que Philippe Fano aimait beaucoup ce film, et je crois Nico Tuffelli aussi, puis on aimait tous les bosseurs. Et à l'origine, je voulais vraiment faire ça en studio, devant un fond blanc, et juste avec des effets d'ombre, etc. Et donc, j'ai eu la chance que le scénario plaise à Eckerstein, qui était un producteur allemand qui dirigeait une émission qui était formidable. Je ne sais pas s'il existe encore, qui s'appelle la ZDF, qui était la 2e chaîne de télévision allemande, un peu comme France 2 ici, qui s'appelle Das kleine Fernsehspiel, je prononce peut-être mal, c'est lié à la petite pièce de télévision, et qui te donnait de l'argent pour donner carte blanche à réalisateurs pour faire des projets très particuliers. Il avait en particulier produit le premier film sur le type de Fassbinder, de Wenders, quand il faisait des films pour la télévision au début des années 70. C'est un monsieur très important. Et donc, il m'avait donné de l'argent. Et comme il faisait partie de la commission de la SED, qui était l'ancêtre d'Arte, il représentait la partie allemande, donc ils avaient convaincu de donner de l'argent. Donc je me suis retrouvé avec 1 million de francs à l'époque, ce qui était un énorme budget pour moi, 150 000 € d'aujourd'hui, et à 27 ans. Et donc j'avais la possibilité de faire un film en 16, je vais faire en 16 devant ce mur blanc. Et sans problème, alors c'est le grand luxe. Hein. Et Karstein m'a dit, mais non, pourquoi? Parce qu'il avait vu certains des films en Super 8, on est dans Juste Tropical, le précédent. Et il m'a dit, pourquoi vous ne tourneriez pas en Super 8, en décor naturel? Et dans un premier temps, c'est pas possible, je vais faire mon mur blanc, c'est... J'ai dit, pourquoi pas? Et à l'époque, j'avais été à Nice à plusieurs reprises, c'est une ville qui me fascine toujours, mais à l'époque, je découvrais Nice. Et j'avais même failli poursuivre la ville d'Arson, j'avais envie de faire un film à Nice, et je dis, voilà. Et pour moi, surtout Nice, ce que je montre dans un film qui s'appelle La Maison de Pologne, me rappelle beaucoup Guayaquil, où j'ai vécu en Équateur. On a entrevu un petit peu dans le court-métrage de la fin de la séance précédente. Et j'ai dit, c'est l'occasion de faire mon film à Nice, Amérique du Sud. Et donc, en fait, j'ai décidé de filmer Nice comme du studio, c'est-à-dire à plat. Quand je filme les toits de Nice, de la vieille ville, justement, à l'heure à l'église, c'est filmé comme une peinture, c'est-à-dire filmé sans profondeur de champ. J'ai essayé de filmer tous les décors réels, en fait, comme des toiles peintes, comme un studio. Et là, je viens de tourner, en fait, enfin ce film en toile peinte, en studio, et voilà. Mais bon, donc pour moi, L'Arbre mort, c'est vraiment un film tourné en décor réel, en Super 8, mais dans l'idée de tourner comme en studio, et en 16, peu importe le format, mais en studio. Voilà, pardonnez-moi cet écart, mais je vais quand même le préciser. Quelqu'un d'autre, il me semble qu'on avait levé la main là tout à l'heure déjà, non? Ici, tu l'avais? Moi, j'ai trouvé que ce que vous venez de dire sur l'aspect toile peinte est très très fort dans le film. Tout ce qui est vu de l'approche sur la mer, les vues de loin sont complètement picturales et effectivement le grain du Super 8 joue beaucoup. Ça rentre complètement dans cette ligne-là. Et c'est vrai que moi, en tout cas, j'ai vu dès la première fois, mais c'était en petit, donc pour moi ça compte pas vraiment, mais surtout ce soir, j'ai vu beaucoup de tableaux qu'on connaît d'ici, de Matisse, de Pugy, de Renoir, de Bonnard. Enfin, on est en plein dedans. Et donc ça, moi je trouve que
c'est un des aspects, pour moi, les plus frappants du film, avec ce travail sur la couleur et les costumes, où là, bon, c'est la passerelle avec justement les grands mélos hollywoodiens. Mais enfin, personnellement, c'est un film, presque ça ne devrait pas me plaire. Ce que je veux dire, c'est que il y a une telle utilisation emblématique de la couleur, hein, le rouge de la passion, le noir profond, le rouge aussi politique, le blanc, cette Rosette dans cette scène du bal où elle est toute en blanc. Bon. Et en même temps, mais ça fonctionne mais au quart de tour, quoi. C'est incroyable ça. La musique, pareil, la musique est complètement dans ce côté exacerbé de l'Amérique du Sud, et pareil, ça fonctionne, ça porte le film de bout en bout. Il y a vraiment des correspondances extrêmement fortes, et ça vaut à peu près tous les détails. Vous avez parlé du son, moi j'ai été complètement sous le charme du son tout le long, notamment quand de temps en temps on entend des bribes de conversation justement, mais à peine, et que la voix off repart par-dessus. Enfin, je sais pas, ça donne une émotion incroyable, parce qu'on est extrêmement attentif. Ce décalage crée, je pense, enfin moi je sais pas comment vous avez réagi, mais moi je trouve que ça crée une attention chez le spectateur incroyable. Bah, oui, pour l'aspect pictural, c'est vrai que chaque séquence est un hommage, soit à un peintre, à un artiste, soit qui a vécu à Nice ou dans la région, mais aussi des artistes qui n'ont pas vécu par ici. Et puis c'est aussi des hommages à des scènes d'un film. Par exemple, le thé chez Pilar sur le balcon, c'est un hommage à une scène d'un film de Minelli qui s'appelle Gigi, qui est un de mes films préférés. Et c'est une scène où c'est un film où joue Maurice Chevalier, il fait un vieux mot, un séducteur, voilà. Et c'est une scène qui se passe à Deauville, sur la terrasse d'un luxe. Et où il est il prend le thé au coucher de soleil avec une vieille maîtresse à lui. Et c'est une très belle séquence parce que c'est une chanson. Et en fait, ils confondent le souvenir, ils ne se concordent pas. Et lui dit, ce jour-là, il faisait beau, maintenant il pleuvait, tu portais une robe bleue, non, il était rouge, enfin bon. Et ils disent, ah oui, après tout, bon, l'important c'est qu'on s'aimait, voilà. Et c'est très beau parce que derrière, vous avez le soleil qui se couche. Et en fait, c'est une scène, donc ça se passe à Deauville, donc là-bas, les couchers de soleil sont plus longs que dans le sud. Donc on voit toutes les couches de lumière jusqu'au coucher du soleil. Et c'est ce que j'ai voulu rendre hommage. Bon, sauf que le soleil ne se couche pas vraiment parce que c'est une lumière plus. Il y a moins de nuages, donc ça a moins de variations de couleurs, mais c'est très beau. Mais par contre, cette mer a un espèce de bleu de corail complètement irréel, mais qui n'est pas du tout, absolument, quasiment pas trafiqué, quoi. C'est-à-dire que j'ai voulu beaucoup, évidemment, m'inspirer du Technicolor, une couleur que j'adore, et qui a longtemps existé en supérieur par le Kodachrome, qui est la chose qui est la couleur qui s'en approche le plus, qui est même la base du Technicolor, en fait. Hein, voilà. Et donc, par exemple, il y a cette scène de Gigi, où la scène de la lecture de la lettre, c'est un tableau, enfin plusieurs tableaumatismes, mais un en particulier, je crois qu'il s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, les cures du maître, je ne sais plus exactement, bah bon. Voilà, donc chaque scène est un hommage à un morceau musical aussi. C'est un hommage à une œuvre qui me plaît. Oui, je voulais dire que moi j'ai trouvé que j'étais vraiment projetée hors du temps. Vous avez devancé mes questions. Justement, en particulier par le caractère pictural du film. Et c'était pour aller dans le sens de ce que vous disiez. Moi, je ne sais pas précisément à quel tableau vous faisiez référence, mais c'est vrai que moi j'ai revu des tableaux tout au long du film. Enfin, j'ai projeté mes propres intérêts picturaux sur votre film. Donc, moi j'ai vu dans les rouges et les verts, j'ai vu une exposition de Félix Vallotton, et ce rouge, et ce vert, j'ai vu un tableau de Félix Vallotton, ou des intérieurs de Bonnard aussi, quand elle est devant la fenêtre,
ou le port de l'Estac, aussi quand on l'a vu sur la mer, le César, vraiment, je ne sais pas si c'était vos références à vous, mais j'ai été portée, moi, de tableau en tableau. C'est mon histoire que j'ai projetée sur votre film. Oui. Donc, pour renforcer aussi ce côté hors du temps, c'est les pauses, les temps de pause, le rythme du film, les pauses des personnages, voilà, nous donner cette impression de... Moi, j'étais bercée, je ne sais plus où j'étais, c'était très... Merci. Oui, le plus important pour moi, c'est que vous soyez approprié le film. C'est moi, il y a des tableaux que vous avez cités que j'ai pensé, mais d'autres bien des peintres auxquels je n'avais pas pensé. Mais en même temps, je découvre depuis des tableaux, et je me dis, tiens, mais c'est vrai qu'il y a un plan du film qui peut être une issue. Et pour moi, l'exemple le plus significatif, c'est justement cette histoire de Lewis, qui est un film que je n'avais pas vu, et quand je l'ai vu après, je me dis, c'est incroyable, c'est l'arbre mort, parce que c'est aussi un couple qui ne doit pas se marier, qui est à la fin tombe amoureux. Donc il part d'inconscient, mais ce que je trouve beau d'ailleurs, c'est quand vous me révélez des choses que j'ai mises dedans sans savoir. Et ça, c'est intéressant pour moi. Voilà, parce que à la fois, je joue par exemple sur les ombres, des effets d'ombres chinoises, des trucs comme ça. La scène où ils sont devant la fontaine, où je joue sur leur silhouette. Bon, en Super 8, il y a très peu d'émissions, donc c'est du 40 hasard, donc on ne peut pas filmer dehors avec des visages. Donc on est obligé de jouer avec comme je savais que l'eau c'était lumineux, cette eau-là, puisqu'elle était éclairée, donc on allait voir se détacher les silhouettes. Donc voilà, mais je joue de ces limites. Hein. Et donc ça renvoie effectivement à certaines œuvres, des œuvres que je connais ou d'autres que je ne connais pas. Mais, voilà. Mais pour moi, c'est un état d'esprit. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ce film est important. Pour moi, en fait, pour moi, c'est un voyage initiatique. C'est-à-dire, le tournage était un véritable voyage initiatique. C'est le tournage le plus fort émotionnellement que je n'ai jamais vécu de ma vie. Et d'ailleurs, je ne veux pas revivre parce qu'il était trop fort. Mais c'est une expérience inoubliable. Et même encore aujourd'hui, les personnes qui ont participé au film, donc plusieurs sont devenus des amis, et d'ailleurs certains avec qui je travaille encore, même un bon nombre, me parlent de ce film comme quelque chose de fondamental pour eux, en particulier par exemple un garçon qui était stagiaire à l'époque, et qui ne devait même pas être stagiaire. Il est apparu dans le film parce que tout simplement, il y avait une partie de sa famille qui habitait à Beaulieu-sur-Mer, donc voilà, comme c'était pratique d'avoir quelqu'un du coin. Et en fait, ce garçon est devenu mon premier assistant pendant longtemps, et même encore aujourd'hui, il avait 19 ans à l'époque, et il me dit aujourd'hui, mais c'est grâce à ce film, ou à cause de ce film, ça dépend comment on le prend, et qu'il a fait du cinéma. Aujourd'hui, il fait du cinéma. Donc c'est quelque chose, voilà, qui a été vraiment très important pour beaucoup de personnes du film. Pour aller encore plus loin, sans trop m'initier là-dedans, ça a créé même des relations sentimentales, parfois aussi, plus ou moins compliquées, enfin. Mais c'est aussi, parfois, certains films ont cet effet-là. D'où ce que j'appelle l'aspect initiatique, puisque c'est quelque chose, une expérience pour moi qui est demeurée inoubliable. Et l'histoire qui m'arrive aujourd'hui en fait partie. Et voilà. Et donc, même encore aujourd'hui, lorsque je revois certaines scènes, comme la lettre, ou le thé, ou la course finale, évidemment, on se reprend dans les Anglais, c'est un sacré truc. Et au tournage. Et ce sont des moments très forts, des émotions très fortes pour moi. Et ça rejoint aussi des émotions esthétiques, quoi, voilà. Esthétiques, mais qui sont des émotions. Des émotions réelles. Et c'est pour ça que La Roman, pour moi, est un film je suis particulièrement attaché. Mais oui, je sais pas, il y a plein d'autres choses, enfin bon, qui me sont sorties de la tête, mais il y a plein d'histoires comme ça, d'anecdotes, inattendues pour certaines. En tout cas, l'émotion se sent de bout en bout.
C'est ça qui est moi je trouve très palpable vraiment à la vision de ce film, c'est que cette émotion dont vous parlez, qui vous a accompagné pendant tout le tournage, elle est là. Et c'est en même temps tout ce travail de montage, ce travail sur le son, etc. Et en même temps, c'est antérieur au travail. Oui. Et ça, c'est vraiment la magie du cinéma, quoi, quand ça marche. Bah, c'est-à-dire que moi, j'étais très heureux de le voir, bon, déjà sur grand écran, évidemment en particulier ici, à Nice, au Mercury. Et parce que moi, je travaille toujours pour le grand écran. Même quand je fais des films, par exemple, comme L'Arbre au cinéma, qui était une commande même pour Internet, hein, pour moi, ça ne marche, enfin, ça peut marcher sur Internet ou à la télévision, mais ça ne prend toute son étendue que sur un écran de cinéma. Voilà. Et tous mes films, quels qu'ils soient, que ce soit fait pour le petit, moyen, grand écran, peu importe, sont faits, je dis non seulement pour le cinéma, pour une salle de cinéma, avec vous, spectateurs. Voilà. Et pour moi, c'est un grand bonheur, une grande récompense de la regarder avec vous de cette manière. Parce qu'ils sont vraiment conçus pour ça. Et tout ce que j'ai fait, au niveau image, qui bouge, mouvante, émouvante, c'est fait pour l'écran d'une salle de cinéma, au crâne. Et c'est essentiel pour moi, j'essaie toujours de ne jamais l'oublier, parce que autant je n'ai qu'une ambition, si je peux me permettre, c'est de faire des films contemporains, des films vraiment en termes modernes, peut-être que je voudrais le dire aussi. Comme disait, je ne sais plus quel proverbe, un peuple sans passé n'a pas d'avenir. Voilà. Et pour moi, je pense qu'un film sans passé n'a pas d'avenir non plus. Et évidemment, c'est lié à mon histoire. Enfin, mon histoire, non, c'est pas mon histoire. Et alors, je me souviens, pendant le tournage, j'étais très content parce que moi qui fais beaucoup d'autobiographie, je peux filmer, je me disais, enfin, avec L'Arbre mort, j'ai fait un film qui n'a rien à voir avec mon histoire. Et Ah bon? je voulais vraiment l'utiliser à mes autres collègues. Et en fait, j'en parle à mon frère, qui me connaît très bien, et je raconte l'histoire, il me dit, mais tu te moques de moi, c'est ton histoire. Évidemment, parce que j'ai vécu à Guayaquil, comme je vous ai raconté tout à l'heure, pour moi, Nice, c'est Guayaquil, enfin dans ma tête, hein. Le golfe de Guayaquil, c'est la baie des Anges, voilà. Ou inversement. Mais, bon, c'est des films que j'ai vus étant gamin là-bas, c'est la salle du cinéma que vous avez vue dans l'Arbre au cinéma. Évidemment que c'est lié, enfin pas à mon histoire directement, mais c'est mon enfance, c'est les fantasmes de mon enfance, même encore aujourd'hui. Voilà, c'est ce cinéma-là. Donc maintenant j'ai compris que quoi que je fasse, l'autobiographie est la même. Mais en même temps, j'appelle ma malle au trésor, parce que j'ai eu cette chance de vivre mon enfance là-bas, de dire la dédicace du film à ceux qui sont là-bas. Enfin qui ne sont plus là, puisqu'ils sont tous morts malheureusement, ce sont des tombes. Mais enfin des gens de ma famille là-bas. Enfin moi qui sont vivants, enfin ici. Et donc voilà, je raconterai toujours mon histoire d'une façon ou d'une autre, ça je le sais. Pourquoi pas? Je pense que j'ai compris, enfin je crois avoir compris que la plupart des cinéastes, enfin que je trouve intéressants, mais en fait, on raconte des vraies histoires. Et puis un cinéaste emblématique, c'est Hitchcock, on a tellement parlé de lui. Hein. L'anecdote qu'il raconte lui-même quand il était petit, qu'il avait fait une bêtise, que son père l'a emmené au commissariat, il a demandé au commissaire d'enfermer quelques minutes, et ça l'a tellement traumatisé que toute sa vie, il a fait des films sur le crime, hein, voilà. Donc voilà, il existe des trucs comme ça. Donc L'Arbre mort. Et puis, et c'est lié à mes autres films, parce que L'Arbre mort était annoncé en réalité dans Mes bandages tropicales. Je montre l'affiche écrite sur le banc et où je filme un arbre mort. Voilà, et c'est là qui est arrivé. Donc le titre, comme vous l'avez vu, cette affiche écrite sur du vent. Et voilà, donc les films annoncent toujours qu'on savoir parfois celui qui suit, ou un de ceux qui va suivre. Donc ils sont tous à la fois indépendants et reliés. Mais surtout, ce sont des spectacles. C'est très important. Et là, je vais aborder ce genre de mélodrame qui est
avec la comédie musicale, mon genre préféré. Et donc, que je trouve, je suis content maintenant parce que même, par exemple, il y a une trilogie à laquelle j'attache beaucoup d'importance personnellement. Donc, moi, je l'assume totalement, sans aucune honte. C'est la trilogie des Sissi, qui sont des films très importants pour moi. Je sais évidemment que ce ne sont pas des chefs-d'œuvre, mais ce sont des films importants. Pour X raisons, pour ce qu'ils ont représenté à l'époque, quand ils sont sortis au milieu de la fin des années 50. Et puis, je me souviens qu'il y avait... je les ai vus en Équateur, dans la même salle de la création du vent. Et ils avaient publié un livre pour adolescents, jeunes filles, je ne sais pas, j'avais 7-8 ans. Et en fait, c'était le récit de la trilogie des Sissi. Et je ne sais pas, toutes les 20 ou 30 pages, il y avait ce qui avait été écrit en lettres, résumé en une page de bande dessinée. Et je trouvais ça extraordinaire. Et j'ai voulu faire pareil, j'avais même écrit j'écrivais des sortes de petits romans. D'ailleurs, une parenthèse, le radio-novella qu'on entend dans le film, c'est une histoire que j'avais écrite à l'âge de 11 ans. Et en fait, là aussi, j'ai réalisé un vieux rêve, parce que j'ai toujours voulu faire une vraie radio-novella. Donc j'ai fait les 2-3 premières pages de cette radio-novella, c'est un roman, qui s'appelait Rosa, voilà. Et j'ai fait la voix du vieillard. Et donc, ce sont des choses très importantes. Quand j'ai perdu le film, je ne pensais pas. Mais oui, donc c'est l'influence des Sissi, par exemple, quelque chose, pour moi, c'est très contemporain. Et c'est peut-être pas par hasard que, même encore Sissi aujourd'hui, on le passe tous les 2-3 ans, tous les 2-3 ans à téléphone, moment des fêtes de fin d'année. C'est quelque chose qui est au-delà du kitsch. J'ai toujours considéré mes films comme des films austro-hongrois. Oui, c'est une chose que j'assume aussi parce que c'est toujours intéressant dans cette période où on célèbre le début de la Première Guerre mondiale. L'Empire austro-hongrois avait quelque chose d'unique. Il a précédé quelque part l'Europe. C'était un empire cosmopolite. C'est un terme que je revendique et que j'aime par-dessus tout. Chantal Akerman avait écrit une fois « Vive le cosmopolitisme, je fais pareil ». Et ce qui était intéressant, puis évidemment au niveau culturel, tout ce qui a été évié au début du XXe siècle, avec l'invention de la psychanalyse, tout ce qui avait existé dans l'art, dans la peinture, dans la musique, etc. C'était quelque chose de très important parce que c'était un véritable terreau de diverses cultures. Et c'est pour ça que je dis que symboliquement, je fais mes films austro-hongrois. Et puis les origines sont polonaises, juste polonaises, notamment c'est quelque part la Pologne qui n'existait pas à l'époque, et même je crois que mon grand-père maternel est né encore dans ce qui était peut-être l'Empire austro-hongrois. Ou la Russie, je ne sais pas très bien, enfin bon, ces empires-là. Et donc voilà, c'est quelque chose que je revendique. D'ailleurs, dans le Cantor, il y a derrière le bureau d'Elisabeth, que joue Françoise Michaud, il y a une carte de l'Europe, et en fait c'est l'Europe d'avant la guerre de 14. C'est une volonté, parce que ça reflète l'état d'esprit d'Elisabeth, qui elle-même a ce côté austro-hongrois, évidemment. Et cette carte se trouve actuellement chez moi, puisque l'équipe me l'a offerte après la fin du tournage. Et donc, voilà, donc évidemment, je suis quelqu'un, j'essaie d'être quelqu'un d'aujourd'hui, impliqué dans la société d'aujourd'hui, maintenant. C'est ma façon de militer aussi. Voilà. Je finis le planif du 1er mai, donc quelque chose, je suis impliqué dans le réel, mais parce que j'essaye d'être dans le réel. Pour moi, c'est important de ne pas oublier ce passé pour aller encore plus loin dans le futur. Et mais évidemment, comme tu as très justement dit, vous l'avez justement dit, la nouvelle vague, pour moi, c'est important. Et ces gens-là, à bout du souffle, quand même, est dédié à un cinéaste de série B. C'est Edgar Gellimer, je crois. Non, il est dédié à une maison de production. Ah bon? De série B. Série B. Merci Gérard. Et donc, le là de Jacques Demy est dédié à l'Axofuls, évidemment. L'escalier de la fin, c'est en même temps, par exemple, un film de Christian Jacques qui s'appelle Nana, avec Martine Carole. Et Nana, cette robe rouge vient de Nana, de Martine Carole, dans la robe rouge de Nana. Parce que quand j'étais enfant, j'avais vu cette scène où à la fin, elle descend l'escalier, un grand escalier, avec cette énorme robe rouge qui traîne sur les marches. Et en réalité, quand j'ai revu la cinémathèque, je me suis rendu compte qu'en fait, il est tué sur cet escalier. Il meurt.
Donc voilà, ce sont toutes ces choses qui m'influencent, mais en même temps avec la nouvelle vague que j'ai découverte en fait en arrivant en France après l'âge de 12 ans. Donc je suis l'enfant de ces écoles. La nouvelle vague elle-même vient de ce cinéma-là, puisqu'on a parlé d'Hitchcockien, ça vient de ces cinéastes-là. Donc c'est une filiation tout à fait logique, si je peux dire, alors que je suis pas du tout quelqu'un de cartésien. Enfin, je sais pas l'être, mais je le suis aussi, à ma manière. Merci beaucoup. En tout cas, vous avez dit au moins deux choses, sûrement beaucoup plus, mais là, deux choses dans votre dernière intervention qui font de vous un cinéaste 100% CSF. Ah. D'abord, le grand écran. Oui. Parce que ça, la CSF, on le dit, on le redit à chaque séance. Enfin, pour moi, en tout cas, je ne vois un film que quand je le vois en grand écran dans une salle. Donc là, on peut dire que c'est vraiment la même longueur d'onde. Et puis, un autre mot que vous avez utilisé qui est cosmopolite. Sur la Côte d'Azur, il y avait beaucoup Tout à fait. d'hôtels cosmopolites, d'hôtels des étrangers. Et nous, on s'appelle Cinéma sans frontières. Bah oui. Et c'est un titre qu'on revendique aussi parce que bon, c'est sans frontières non seulement géographiques, mais aussi sans frontières de genre, d'époque, de format. Voilà, donc on est là aussi très proche. Quelqu'un d'autre pour finir? Non? Personne? Vincent? Non? Sûr? Ah. Gérard. Ah ben moi, ça m'a beaucoup touché de revoir ce film et de revoir certains personnages qui ne sont plus là, comme Joël Barbout, qui était un personnage extraordinaire, qui est mort au mois d'octobre et qui avait débuté avec Marco dans Les Idoles. Et de le revoir là, c'est vraiment très touchant. Et il est vraiment un grand acteur parce qu'il a un tout petit rôle. Mais dans ce petit rôle, il en tire la quintessence. Ah oui, non, mais pour moi, c'est un couple extraordinaire, Joël Barbout et Catherine Avekassis, qui jouent la domestique. Moi, il me fait penser, je peux penser en garder, je ne me compare évidemment pas, mais au couple Julien Carrette et Paulette Dubos dans La règle du jeu. Et vraiment, je crois que quand je les ai fait tourner, je leur ai parlé de ça, et je leur ai fait champ libre. Hein. Parce que pour moi, c'est important, c'est très important que dans un film dramatique, surtout dans un mélodrame, il y ait des parties, de la comédie. Et un vrai mélodrame, pour moi, commence par une scène de comédie. Mirage de la vie commence par une scène de comédie. Et donc, je voulais qu'il y ait cet aspect comique, même voire burlesque, que j'ai essayé un peu de faire dans le Cantor aussi. Et le couple Joël Barbout, Catherine Avekassis, sont pour moi Carrette et Paulette Dubos, dans La règle du jeu ou d'autres couples similaires. Hein. C'est-à-dire que là aussi, c'est par exemple, bon, c'est une des choses que j'avais pensé en travaillant avec eux, parce que ce sont évidemment ces personnages dits secondaires, domestiques, enfin, qui ne sont pas dans la haute, hein, mais eux qui donnent le ton, hein, parce que c'est eux qui vont annoncer la nouvelle au patron, aux deux patrons, enfin. Et donc voilà, il y a plein, malheureusement, oui, dans le film, il y a plusieurs oui, personnes. Et puis il y a aussi, comment il s'appelle Il y a Raymond Carrasco, qui est un grand cinéaste, qui joue la mère de Riley. Ah, oui. Et puis il y a aussi Daniel Léger. Il y a Daniel Léger, il y a aussi Robert Mount qui joue le père de Riley, qui était un grand psychanalyste. Et c'était drôle parce que j'aimais bien ça, lui, un psychanalyste très réputé. En fait, il prenait des cours de tango. Et il est allé avec Raymond Carrasco prendre des cours de tango pour cette scène où il danse plutôt vraiment un vrai tango. C'est pas de la tarte. Hein, voilà. Et j'ai trouvé Rosette, j'ai jamais vu Rosette aussi sensuelle que dans ce film-là. Encore plus que dans les films de Rohmer. Bon, ça c'est ton point de vue, mais moi j'adore Rosette parce que je trouve que c'est une grande comédienne qui est malheureusement pas utilisée à sa juste mesure. J'ai essayé à ma modeste mesure de lui écrire, enfin j'ai déjà écrit des choses. J'aimerais un jour tourner avec elle dans un rôle principal. Elle le mérite en c'est une grande actrice. J'ai deux actrices comme ça, fétiches, c'est Françoise Michaud et Rosette. Et c'est un personnage que j'aime beaucoup, Sophia, parce que je trouve qu'elle est très courageuse, elle est très forte, elle est aussi très manipulatrice.
donc, Sophia. Parce que c'est une façon de dire à ce gars, au lieu de lui dire tiens salopard, je ne veux plus te voir, la meilleure manière de le regarder, c'est de dire justement je vais t'aider à la chercher. Tu la trouveras jamais, donc c'est bon. C'est très fort, c'est très très fort. Sauf qu'elle n'a pas de bol, ça ne marche pas. Mais c'est très fort. Ça, j'adore le personnage de Sophia. Voilà. Et pareil pour le personnage d'Antonio, par exemple. Tous ces personnages secondaires, pour moi, je les aime beaucoup parce que c'est des personnages plus ingrats, mais ils doivent jouer comme ça, dans la subtilité. Et c'est pas évident. Et c'est vrai que Rosette, Patrick Zocco, et d'autres comédiens du film, tous jouent avec cette subtilité. Et j'ai toujours une petite tendresse pour ces personnages-là. Et évidemment, les personnages principaux, parce que ce sont des amis aussi. Et quel acteur, l'acteur qu'on voit dans le dernier plan? Ah oui, non, mais tu t'es régalé là. Hein. Ah oui, là j'avoue que c'est la première fois où j'ai joué un rôle en adulte sérieux, parce que j'avais toujours refusé de jouer, j'avais 38 ans à l'époque. Oui. Et pour moi c'était un vieux schnock, hein. Je disais jamais je jouerais le rôle, jamais je rejouerais mon père. Et ben, je me suis dit, ça y est, c'est l'âge, il faut que tu t'y mettes, non, il faut que tu commences. Et puis je fais des rôles comme ça, enfin, pas toujours, mais c'est la première fois que j'ai joué un rôle de costume, de cet acabit-là, voilà. C'est une petite, et là, bon, une dernière allusion, enfin, il y en a plein d'autres, mais la fin, je mets le mot fin, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Quand il y a le mot fin, le film que je viens de faire, il y a le mot fin. C'est une convention, mais que je trouve est moderne aussi. Parce que c'est quelque chose qu'on a perdu, de même que le rite de la salle du cinéma, voilà. Certains rites qui s'apparentent à la religion au sens du terme, hein, c'est la religion du cinématographe. Mais le mot fin est venu tout simplement d'un film de Buñuel, qui d'ailleurs, que je crois est tourné, qui se passe en Amérique du Sud aussi, et qui tournait en Corse, qui s'appelle La mort dans ce jardin. Avec Lucia. Non, non, je confonds avec un. Oui, il y a un autre qui s'appelle Laurent, oui. Bon, si je les confonds, c'est la même période, et qui est aussi 1955, 56, 55 justement. Et ben, ce film-là, c'est fini par le mot fin, et de la même manière que là, c'est-à-dire le mot fin en lettres, un peu comme ça, avec des pleins dédiés, et un zoom avant sur le mot fin. Donc ça vient de Buñuel. Donc vous voyez, ça va jusqu'à des cinéastes comme ça. Chaque plan du film, quelque part. Car Buñuel disait « Tout ce qui n'est pas de la tradition est du plagiat ». Je connaissais pas cette expression. Merci de l'avoir. Je l'avais utilisé en exergue de She's a Very Nice Lady. Ah, d'accord. Et vous la retrouvez dans la brochure, parce que c'est une phrase qui a fait vraiment écho. Je suis plutôt fan de Buñuel. Et du coup, voilà, dans la présentation de Gérard Courant, c'est une citation qui ne pouvait pas ne pas y être. Est-ce qu'on termine ? Ouais. À regret, on vous garderait bien encore une semaine. Ne dites pas ça à Joseph Morder, là, il s'installe. Là, il plante la toile. Et un grand merci d'être venus tous les deux. Vraiment, ça a été un bonheur de vous rencontrer, de voir vos films. Et je pense que vous reviendrez. En tout cas, on va essayer de vous faire revenir. Et on va vous suivre de toute façon depuis notre Nice lointaine. Je voulais préciser, vous verrez de quelle manière, Nice existe dans mon dernier film aussi. Voilà. Tant mieux. Et quand est-ce que sort le prochain d'ailleurs, puisqu'il est presque prêt? Il sera bientôt prêt, mais la sortie, vous savez, ça dépend malheureusement pas de moi ni de nous, qui sont en train de terminer, mais j'espère dans les mois qui viennent, enfin qui sera visible en tout cas, j'espère qu'il sera visible dans les mois qui viennent. En principe, ça va se faire. Super. Tant mieux. La Duchesse de Varsovie, c'est ça. Ah oui, la Duchesse de Varsovie. Ça, c'est un titre très romérien. Oui, c'est tout à fait. Avec Alexandra Stewart et Andy Gillet. C'est magnifique. Et Rosette. Aussi, c'est vrai. Rosette et Françoise Michaud. Parce que c'est un film, en principe, il y a deux comédiens, mais j'ai fait une promesse à Françoise Michaud
c'est qu'elle serait dans tous mes films. Et donc, et d'ailleurs, dans l'Arbre cinéma, elle est dans le film, sauf qu'elle s'appelle Française Michka, et dans les remerciements à la fin. Comme disait Philippe Truffaut, lorsqu'il voyait cette série des autobiographies, il disait c'est mon Mac. Il y avait comme Gaffin. McDuffin, voilà, oui. McDuffin. Donc, vous savez que. Donc, j'avais dit que s'il n'était pas dans mes films, elle serait moins dans les génériques. Donc, évidemment, elle est dans l'Arbre mort. Et donc, j'ai trouvé moyen, quand même, dans La Duchesse de Varsovie, qui est Françoise Michaud et Rosette, donc mes deux actrices fétiches, et alors que logiquement. Elle n'aurait pas dû y être. Enfin, la règle du jeu voulait qu'elle n'y soit pas, mais je me suis débrouillé pour qu'elle y soit. Je suis un homme qui tient ses promesses, au moins qui essaie. Alors nous attendons le film avec impatience, et puis bon vent, hein, ciao viva, comme on dit à Nice, que tout aille bien pour vous, et à très bientôt. À très bientôt. On espère en tout cas.